Qui s'en souvient? Au début du XXe siècle, la France est un empire de 100 millions d'habitants sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'expansion coloniale de la France débute au XVIe siècle avec les voyages de Jacques Cartier au Canada. Puis vient le tour au XVIIe siècle de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Réunion, des comptoirs de commerce en Inde, du Sénégal et de la Louisiane. La France s'engage alors dans la traite des Noirs. L'histoire de la colonisation française se répartit à peu près sur 4 siècles d'histoire. Il y a une première et une seconde colonisation. Grosso modo, la première colonisation s'inscrit dans le temps des traites et de l'esclavage. C'est ces premiers comptoirs, aussi bien aux Antilles que des comptoirs marchands au Canada, qu'une présence sur les côtes africaines, qui vont constituer les premières présences outre-mer de la France. L'esclavage va enrichir des villes, énormément. Nantes, bien sûr, est la plus connue, mais aussi des villes comme Lorient, Bordeaux vont participer. C'est un commerce qui était très rentable. Et vous avez donc toute une série d'économies qui se greffent autour. L'esclavage n'est aboli qu'en 1794 par la Révolution française. Mais la traite des Noirs est rétablie par Napoléon. C'est la Deuxième République qui va définitivement abolir l'esclavage. Cette abolition est une abolition assez ambiguë, puisque en fait, les esclaves étaient obligés à avoir un contrat de travail avant d'être libres. Et ils devaient donc s'assurer qu'ils allaient travailler. Toutes les sociétés esclavagistes ont très peur de la fin de l'esclavage, parce qu'ils se disent, toutes les sociétés esclavagistes, c'est toujours, vous savez, au moins vous avez 2 tiers d'esclaves pour 1 tiers de colons. Tout d'un coup, ces 3/4 de personnes vont devenir libres. Et alors la peur, évidemment, ces gens vont devenir libres, ils vont venir nous égorger, ça va être le chaos social. Donc comment tenir la société? Donc on les oblige à travailler pour justement faire passer une société esclavagiste à une société coloniale. Et là, on entre, on peut dire, dans une seconde histoire qui avait déjà commencé avant. Dans les derniers mois de la Restauration, la France repart à la conquête d'un empire. Charles X, conscient de la faillite de son régime, tente de redorer son image en se lançant à la conquête de l'Algérie. Le roi prend prétexte d'un affront fait aux représentants français pour intervenir militairement. Charles X, quand il décide l'expédition à Alger, qui va être les prémices d'une certaine manière de la prise de contrôle de l'ensemble de l'Algérie, part sur un prétexte purement de politique intérieure. C'est le coup d'éventail, le fameux coup d'éventail en 1827, donné par le Dey d'Alger au consul général de France de Waal, dans la mesure où le Dey d'Alger réclamait une somme que lui devaient les autorités françaises, et donc il avait convoqué le consul général, et il lui avait donné ce coup d'éventail qui avait créé un grand émoi en France. On ne peut pas dire qu'il y a à ce moment-là vraiment une ambition de conquête de la totalité de l'Algérie. Et puis il y a la politique intérieure française. La politique intérieure française, puisque dans le fond les militaires français rêvent aussi de gloire, d'une gloire qui a disparu. Puisque depuis des défaites de Napoléon en 1815, l'armée française rêve de gloire, de conquête, de revanche, d'affirmation d'une supériorité militaire. D'un prétexte, d'une certaine manière, de politique intérieure, va démarrer une politique coloniale, une seconde politique coloniale de la France, qui va, au fur et à mesure des années, bâtir le second empire colonial au monde, et va, à la fois sous Napoléon III, mais également sous la Deuxième République, puis sous la Troisième République, constituer le second empire colonial au monde. Ce qui arrange le gouvernement de l'époque, c'est aussi d'envoyer son armée loin pour éviter que cette armée ne puisse interférer ou jouer sur la politique intérieure française, puisque le gouvernement français de l'époque était quand même en situation difficile. La conquête de l'Algérie ne permet pas de sauver le régime de Charles X. Ce dernier est bientôt remplacé par Louis-Philippe,
qui confie la poursuite de la conquête au maréchal Bugeaud. La conquête de l'Algérie est longue et sanglante. La conquête de l'Algérie va être très très longue parce que les Français arrivent, d'abord se heurtent à une résistance turque très importante. Donc, ensuite il y a la reddition du Dey d'Alger le 5 juillet 1830. Mais la guerre de conquête va ensuite commencer. C'est-à-dire qu'une fois que les Français arrivent, ils ont l'impression d'avoir achevé, disons, cette conquête, mais en fait, tout reste à faire. Et là, la guerre commence ensuite, à partir notamment de 1832, lorsque se lève l'émir Abdelkader, et il va livrer une bataille contre la présence française, très très dure. L'Algérie ne sera définitivement conquise qu'après la reddition d'Abdelkader en 1847. L'année suivante, l'Algérie est découpée en 3 départements français. Cette guerre de conquête, elle va momentanément peut-être s'arrêter en 1847 avec la reddition de l'émir Abdelkader. C'est donc une véritable première guerre d'Algérie qui a lieu à ce moment-là. Mais elle ne va jamais véritablement cesser et se poursuivre pratiquement jusqu'en 1871, qui est la date de la dernière grande révolte algérienne contre la présence française, qui est la révolte de ce qu'on appelle les Mokrani, des frères Mokrani, la famille des Mokrani en Kabylie, et qui vont livrer la dernière grande bataille contre les troupes françaises. Donc, vous voyez, c'est quand même une séquence historique très très longue, bien entendu, avec des pics dans la terreur, dans les razzias, les enfumades, la cruauté de la conquête et de la dépossession foncière, notamment sous Bugeaud, entre 1840 et 1845-46, où là, la guerre de conquête a été extrêmement violente. Après 1870, la France cherche à effacer l'humiliation de la défaite contre les Allemands à Sedan et la perte des provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Il faut redorer le blason de son armée. La France conquiert Madagascar, l'Indochine, une partie de l'Afrique de l'Ouest et occupe la Tunisie puis le Maroc. La défaite de 70 induit l'impossibilité pour la France d'une vraie politique continentale. La France n'est plus une grande puissance européenne, elle est vaincue. Et le seul espace pour les républicains, qui ont besoin de légitimer aux yeux de l'opinion, comme aux yeux de la droite monarchiste et bonapartiste, qu'ils sont capables d'amener une source de puissance à la nation, ont besoin de trouver de nouveaux territoires d'expression. Et ces territoires ne pouvant plus être en Europe, ils partent outre-mer pour se bâtir ce second empire colonial au monde, avec en même temps cette volonté triple. Premièrement, de dire qu'eux aussi apportent par ces territoires une richesse et une puissance à la France. Deuxièmement, c'est d'occuper nos militaires vaincus en leur donnant de nouvelles heures de gloire. Et troisièmement, c'est d'ouvrir un espace, d'une certaine manière, sur une forme de vision de nos valeurs universelles qui seraient portées par la République, cette fois-ci sur les 4 coins du monde. Avec derrière aussi une logique marchande, c'est-à-dire de satisfaire les milieux économiques qui, à l'époque, souhaitent bâtir sur cet empire des potentialités à la fois économiques, mais également d'échanges maritimes. Toutes les grandes puissances occidentales voulaient être des grandes puissances économiques comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était la plus grande puissance coloniale, donc le secret de l'économie, c'était le pouvoir colonial. Donc on ne pouvait pas concevoir une grande puissance sans colonie. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l'Europe forte de la puissance engendrée par la révolution industrielle se lance dans une course de vitesse pour se partager les restes de l'Afrique et de l'Asie. Les Européens, Anglais et Français en tête, mais aussi Belges, Allemands, Hollandais, Portugais, dessinent les frontières de leur empire. Et puis comme les Français ne sont pas tout seuls, comme les Allemands arrivent, que les Italiens arrivent, que les Anglais sont toujours là, que les Portugais se vantent d'être les premiers occupants parce qu'eux ont découvert les côtes africaines depuis le XVe et le XVIe siècle, tout le monde est concurrentiel. Donc effectivement se passe ce qu'on a surnommé en France, parce que les historiens, il y a une trentaine d'années, ont surnommé la course au clocher, faisant référence probablement à un jeu villageois où on se mettait dans des sacs et c'était le premier qui était arrivé à l'église. Donc tout le monde veut son bout d'Afrique. La course aux colonies provoque de vives tensions entre Européens.
L'Afrique est le théâtre des rivalités entre l'Angleterre et la France, mais aussi avec l'Allemagne ou l'Italie, intervenues plus tardivement dans cette course aux colonies. Il y a pas mal de rencontres sérieuses, des heurts militaires. Les contacts entre les côtes africaines et l'Europe sont quand même lents, ça met bien 2 mois. En 2-3 mois, les militaires sur le terrain ont le temps de prendre pas mal d'initiatives. On frôle des guerres et les puissances européennes décident de se rencontrer pour éviter la guerre en Afrique. C'est donc une grande conférence internationale à l'initiative de Bismarck, et c'est pas un hasard puisqu'il est à la tête, c'est le chancelier de cette Allemagne qui vient de se constituer et qui veut un empire. Non, il n'en a pas du tout. La France est d'accord parce qu'elle est toujours concurrente avec la Grande-Bretagne. En 1885, la conférence de Berlin permet d'établir les règles de partage du continent africain entre Européens. Et puis, à la fin du siècle, dans les années 1883-85, vous avez également des entreprises dans la péninsule indo-chinoise qui sont accueillies de façon dubitative, d'ailleurs, par la majorité des membres du Parlement français, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour simplifier. Ils pensent que ce sont des aventures coloniales. Le gouvernement Jules Ferry va tomber justement sur l'affaire du Tonkin, parce que le Parlement ne veut pas voter des budgets militaires pour ce qu'ils considèrent une aventure. Mais il n'empêche que ça commence de la même façon. Alors évidemment, si la France s'est intéressée à la péninsule indo-chinoise, c'est que vous aviez le grand espace chinois d'un côté et puis l'Inde britannique de l'autre. La France devient ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, la deuxième puissance coloniale du monde. Au départ, toute colonisation est une forme de violence. Personne ne vous a invité. Aucun habitant de l'Algérie ou même de la Kanaki ou de l'Indochine n'avait invité les Français à venir s'installer. Donc il y a toujours un moment de force, il faut forcer toujours quelqu'un. Colonise jamais dans la paix. La colonisation est un acte de force. Il faut quand même jamais perdre de vue cette réalité. Alors c'est un acte de force qui s'accomplit le plus souvent par la guerre de conquête, hein, et donc par des techniques qui ont été expérimentées dès la conquête de l'Algérie et qui touche massivement ou ponctuellement les populations civiles. Il faut dire les choses comme elles sont.